Bonsoir, je vous propose en fait qu'on commence à parler, qu'on ouvre cet échange autour de Bestiaire, puisque j'imagine que certains d'entre vous étaient à la séance précédente et que du coup c'est le plus simple. Et ensuite on va essayer d'élargir un peu la conversation à d'autres films de Denis Côté avant la projection de Vic et Flo. Peut-être, je me suis dit que le plus facile pour commencer à parler de Bestiaire, c'était peut-être de commencer par ce qu'il n'est pas. Et c'est pour le coup, par exemple, pas du tout un documentaire animalier, comme peut-être certains s'imaginaient que voilà, ça pourrait être un documentaire animalier vu le titre. C'est pas non plus National Geographic, c'est ça. effectivement, et c'est pas non plus un film ou qui s'indigne ou un essai qui dirait qui s'intéresserait à la souffrance des animaux qui sont enfermés dans des zoos. Est-ce que est-ce que c'est un écueil dont vous étiez conscient au départ? C'est quelque chose qui vous intéressait pas d'avoir un discours un peu militant sur cet endroit? Ben, j'aime beaucoup qu'on ait commencé en disant ce que n'est pas le film, parce que, heureusement ou malheureusement, parfois je commence mes projets comme ça. Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Donc là, c'est certain que par rapport aux animaux, je me disais, est-ce que je suis un amant des animaux? Est-ce que je suis quelqu'un qui... Je suis certainement pas un militant. Est-ce que je suis un amant des animaux? Ouais, mais pas plus que personne. Est-ce que je suis pour ou contre? La question se posait pas. Bon, comme on a dit, je voulais pas faire un exercice d'anthropomorphisme. Je voulais pas faire un film militant parce que je me disais, il y en a vraiment trop un peu partout. Ça sera pas informatif. Qui a envie de voir un film qui nous informerait sur comment fonctionnent les zoos? Je me dis, personne ne veut voir ça. Il me restait qu'un argument, premièrement, un argument esthétique fort. Si on propose ces espèces de longs plans-là, très, très frontaux, très longs, ça permet au public de se projeter ou de ne pas se projeter dans sa propre conscience, son propre rapport aux animaux, son propre rapport aux eaux, qui observe qui. Un jeu comme ça. Je voulais installer un jeu d'observation. Et ensuite, quand je parle aux gens, je vois qu'il y a autant de gens qui ont d'opinions sur le film. Il y a des gens qui m'ont dit c'est pas du cinéma, c'est un diaporama. Donc là, je vois que ces gens-là n'ont pas de rapport avec les animaux, pas de... Ben, ça se peut. C'est très possible que ça les... Il y a un monsieur qui m'a insulté. Il m'a dit, j'ai payé 12 $ pour voir un diaporama. Ça m'intéresse pas. C'est pas du cinéma. Donc, j'aimais ça les écouter. Donc, le film est de l'ordre un peu de l'expérience. Je veux pas utiliser le mot provocation parce que c'est pas ça. Et j'ai pas ressenti le besoin d'installer aucun militantisme dans le film parce que je pense qu'il y a énormément de spectateurs qui le font tout seuls. Ils peuvent s'insurger contre un film comme ça et ils venaient me dire merci d'avoir fait un film aussi cruel envers les zoos. Enfin, quelqu'un se lève pour le dire. Les gens de Sundance m'ont dit ça en sélectionnant le film. Et là, c'est là que j'ai commencé à voir la multiplicité des façons de recevoir ce film-là. Puis je pense que j'ai eu un regard un peu plus pas d'entomologue, mais quelqu'un qui avait envie de faire une expérience avec le public plutôt que de passer un message sur l'écran et de jouer avec la fiction, le documentaire. Alors, on va en parler de ces circulations entre fiction et documentaire, mais moi, la première fois que j'ai vu le film, que j'ai vu 2 fois, je l'ai reçu de manière très théorique. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas dans la salle, mais effectivement, on est dans ces... Alors, il y a quelque chose aussi de très ludique à voir quelle espèce d'animal va surgir, qui va être le prochain, qu'est-ce qu'on va voir après. Et en même temps, je trouve que très vite, on s'installe comme ça dans un rapport dans un regard assez long avec chaque animal. Et du coup, ça pose la question de qui regarde qui, c'est ce que vous avez dit, et du coup, du point de vue. Et du coup, on est dans une grande question de cinéma sur le point de vue. Et du coup, j'ai trouvé la première fois, j'ai trouvé le film très théorique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait ou vous avez eu peur de ça? Vous êtes allé vers ça? C'est intéressant parce que je sais qu'en général, je suis quelqu'un plutôt cérébral, plus cérébral qu'intellectuel. C'est pas un film très intellectuel, on s'entend. Là. J'ai dit à mon monteur, à mon équipe, on fait un film qui va s'appeler Bestiaire. Et un bestiaire, c'est un livre qui vient du Moyen Âge où les gens dessinaient des animaux parce que la photographie n'existait pas, puis on dessinait des animaux pour s'en souvenir. Mais je dis, on va faire un bestiaire et faisons un film pour des enfants de 4 ans. Une vache, un bœuf, un serpent, un éléphant, et faisons une sorte de juste une collection, un collage. C'était aussi stupide que ça, disons. Là. Et ensuite, on a même fait des tests avec des enfants, et ça ne fonctionne pas. Les enfants de 4 ans ne sont pas intéressés très, très longtemps. Donc, dans une
espèce d'extrême naïveté. Le film est devenu très cérébral en même temps. C'est les deux. Donc, c'est vrai que c'est un film froid et très détaché, mais en même temps, c'est ça l'exercice. Donc, ça témoigne un peu de ma personnalité. Ça témoigne aussi peut-être du fait que je ne suis pas un très bon polémiste, ni un très bon citoyen. Je ne suis pas quelqu'un qui va s'associer avec des groupes, qui va aller militer. Je ne regarde pas ce cinéma-là non plus. Dès que je commence à regarder un film et je sens qu'est-ce que le film essaie de me vendre, je décroche, c'est terminé. J'aime pas regarder du cinéma où je m'assois puis je suis menotté un peu puis j'attends la résolution de l'histoire. Ça, j'aime pas. Donc, j'ai fait un film comme les films que j'aime regarder, c'est-à-dire où je me sens que je peux participer à l'aventure du film. Si vous remplissez pas les trous dans Bestiaire, bon, je sais pas s'il faut appeler ça des trous, ce film-là fonctionne pas du tout. C'est comme regarder de la peinture séchée, Bestiaire. Mais si on a envie de faire le travail de... Mon Dieu, c'est absurde un zoo. On paye de l'argent pour aller voir des animaux, mais c'est très possible que ce soit le contraire. Les animaux regardent les cons qui ont payé pour venir les voir. Puis je trouvais qu'il y avait un jeu là avec le spectateur qui se valait, c'est pas plus complexe que ça. Là. Je peux pas... Il y en a qui m'ont parlé des peintres, des penseurs, des philosophes, des gens qui se sont intéressés à la question animale, mais j'ai pas échafaudé là, tous ces niveaux-là de lecture. Là. Il n'y a pas de 50 sens cachés derrière Bestiaire, mais c'est vrai que c'est plutôt froid, plutôt cérébral, et on peut me reprocher de pas me mouiller, de ne pas donner assez mon opinion sur la question que je filme. C'est comme mon autre film, Que ta joie demeure, on ne filme que des employés au travail et on ne les interviewe pas. Donc, il y a les gens qui sont un peu pro-cinéma, très humanistes. On vient me dire, tu as raté l'occasion d'interviewer ces gens-là et te rapprocher d'eux. Mais c'était pas ça l'exercice, c'était pas... Donc voilà, ça peut paraître un peu froid comme ça, mais c'était le... Oui, je voudrais qu'on profite. Une des questions aussi que pose Bestiaire et qu'on retrouve un peu comme un fil conducteur de beaucoup de tes films, c'est, ça y est, je suis passé au tutoiement. Comme au Québec, ça va. C'est la question de l'enfermement. Alors là, en l'occurrence, des animaux, mais par moments, il y a des phénomènes d'inversion. On se demande est-ce que c'est pas nous qui regardons, qui sommes un peu aussi prisonniers ou enfermés. Voilà, c'est la question aussi des visiteurs du zoo à un moment. Et c'est vrai que dans des films plus classiques que tu as peut-être fait de fiction, il y a beaucoup de personnages qui sont en prison. Le personnage de la mère dans Curling. Il y a des personnages qui sortent de prison. Je pense dans Elle veut le chaos au personnage de Laurent Lucas, je crois, qui sort de prison. Et ce soir, le film que vous allez voir, où effectivement, les deux héroïnes se sont rencontrées en prison. Et donc on voit bien qu'il y a une thématique comme ça autour de l'enfermement, de cette institution aussi, d'incarcération. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Est-ce que, voilà, j'imagine que c'est des sujets un peu... On parle d'enfermement et de prison. C'est sûr que je ne suis pas ici avec un psychanalyste, donc peut-être qu'on pourrait fouiller la question, mais sûr, si je peux la faire dévier un peu la question, je pense que c'est surtout des gens qui pourraient me ressembler. Encore là, je vais faire attention, je ne veux pas faire... Je pense que Vic et Flo, vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire maintenant, mais je pense que c'est mon film le plus autobiographique. Là, c'est deux femmes qui s'aiment, qui sortent de prison. Donc, il n'y a aucun lien à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent des gens qui vont s'organiser un petit monde intime à eux. Comme dans Curling, le père et la fille vivent à l'intérieur d'une maison. Et le père ne veut pas que la fille aille traîner avec les gens dans la société. Il pense que la société, c'est dangereux. Donc là, ça revient au truc d'enfermement et de prison. Ça me ressemble du fait que je déteste pas me créer mon propre monde à moi. Je suis quelqu'un dans le cinéma québécois qui a un peu sa place un tout petit peu à part. Je fais pas partie d'un groupe un peu commercial. Je fais pas partie d'aucun regroupement de cinéastes. Je déteste pas me créer tout seul mon petit gouvernement personnel et avoir mes propres règles intransigeantes à moi. Et je pense que je l'envoie un peu dans mon écriture sur mes personnages. Mais c'est pas un commentaire qui est très conscient sur l'enfermement ou la prison. Je suis pas obsédé par la question, mais tu vois, je suis en train d'écrire un nouveau scénario, puis c'est un homme très, très riche qui aime pas beaucoup la société autour de lui, puis il sait pas comment vivre seul sans l'aide des autres. C'est des motifs, hein? On fait toujours un peu le même film. C'est toujours plutôt des marginaux qui essaient de retrouver un chemin vers la société ou alors qui ont rompu le lien avec la société. C'est pas des marginaux au sens... c'est pas des freaks. C'est pas des marginaux qu'on ne peut pas récupérer. C'est des gens qui vivent pas très loin de la société.
Ils doivent payer leurs impôts. S'ils veulent appeler la police, elle est pas loin. S'ils veulent aller au magasin général, il est pas loin. Ils sont pas sur une île déserte comme dans le film d'Herzog avec des nains sur une île déserte. C'est pas ça. Mais je déteste pas ça, ces gens-là. Mon père est peut-être un peu comme ça. Tu sais, si ça fait Il y a mal, la psychanalyse. mais si ça fait mal, il va pas aller à l'hôpital. Il préfère régler ça tout seul à la maison. Puis ça me touche, ces gens-là. Il y a des gens, ils payent pas leurs impôts parce que c'est compliqué. Ça les dérange. C'est épeurant à payer ses impôts. Tu sais, ça me touche, ces gens-là. Donc, je fais souvent des films sur comment reconnecter avec la société, comment connecter avec une meute. Mais c'est pas des complets marginaux. Là. C'est pas des gens qui fonctionnent pas en société. Peut-être on peut évoquer, pour donner peut-être une clé de lecture à tes films, tu en parlais tout à l'heure, la question documentaire et fiction. On le voit dans Bestiaire, on le voit aussi dans Carcasse. J'avais plutôt envie aussi de parler des États nordiques. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu à la Cinémathèque au début de la rétrospective. Il y a un début qui est très écrit fiction avec une histoire d'euthanasie. Un espèce de road movie qui, voilà, on part sur des codes assez bien identifiés pour le spectateur. Et puis, le film bascule dans quelque chose. Donc, le personnage principal débarque dans un village perdu qui s'appelle, je ne sais plus, Radis. Voilà, très loin de Montréal. Et le film devient une observation presque anthropologique de comment fonctionne ce village, comment on travaille, les services publics, l'économie du lieu, etc. Et comme s'il se faisait déborder un peu par le réel. Et ce mouvement-là est très beau. On le retrouve dans plein d'autres de tes films. Comment ça surgit? Est-ce que tu l'anticipes? Est-ce que c'est quelque chose... voilà. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas certain que je suis un très bon conteur. Je suis pas très bon pour divertir les foules avec mes films. Donc, puis je suis aussi quelqu'un qui est obsédé par une chose, le langage cinématographique. Je suis pas quelqu'un qui a absolument un sujet à vous vendre. Là, on peut résumer facilement Vic et Flo en disant c'est l'histoire de deux femmes qui sortent de prison. Mais le vrai sujet, c'est un cinéaste qui a envie de jouer avec les codes et les genres au cinéma. Donc, si vous avez vu certains de mes films, ça part dans ce sens-là et tout à coup, ça fait ça et je vous ai rien annoncé et on vient de casser le film en deux. J'adore faire ça. J'adore dynamiter la forme. Je suis complètement obsédé par... OK, on raconte une histoire et tout à coup, il n'y a plus de scénario. Et essayons de voir ce que les accidents du réel vont apporter à une histoire que j'aurais écrite. Est-ce que ça se peut? Il y a des films qui sont des films accidents. Je ne fais que les regarder aller et ils sont sans filet en dessous et je ne sais pas vraiment ce qui va arriver. Bestiaire, quand tu es dans un zoo sans aucun scénario et tu fais que filmer des animaux, mon idée n'est pas nécessairement très claire. Je ne veux pas jouer à celui qui sait tout parfaitement ce qu'il fait. C'est très ennuyeux à filmer, animal numéro 1, animal numéro 2. Et là, on arrive au montage et il faut organiser ce chaos-là qui vient d'une réalité que je dois maintenant mettre à ma main. Par exemple, moi, si on me donne le cinéma ici, puis on me dit « fais un documentaire sur le cinéma ici », bien, je vais l'observer. La réalité, c'est ce cinéma-là. Mais comment je pourrais tordre cette réalité-là pour en faire la mienne, ma réalité à moi? Je ne suis pas un cinéaste d'observation. Je ne suis pas James Benning. Je ne suis pas quelqu'un qui prend le réel pour ce qu'il est et je le donne en pâture au spectateur. Je n'aime pas rendre compte d'un milieu. Il y a beaucoup de documentaristes qui le font et ils le font très bien, mais je ne suis pas le genre de personne qui va aller filmer un bowling puis vous montrer comment ça se passe dans un bowling. Je me dis que ça, c'est une expérience qu'on fait dans la vie. Une expérience au cinéma, ben là, c'est le moment de tordre le réel pour en faire le mien avec un désir de fiction. Donc, c'est pour ça que les films ont l'air aussi, comme là dans Vic et Flo, vous allez voir, ça ressemble à une fiction plutôt conventionnelle, mais il y a des surprises et vous sentez que je suis peut-être celui qui tire les ficelles, puis ça coule pas toujours de source. Je contrôle un peu mon histoire de façon à surprendre le spectateur. Mais je suis surpris que tu dises sur l'observation, par exemple, pour un film comme Curling, il y a une partie, alors c'est pas documentaire, mais sur comment fonctionnent les équipes qui jouent au bowling, comment on va se divertir au curling aussi. Il y a des séances un peu comme ça de réel. J'imaginais que, je pense que tu as été observé, voir comment ça fonctionnait pendant, non? Quand je suis dans de la fiction un peu pure, là, comme vous allez voir, un vrai scénario très écrit, à un moment donné, je m'ennuie. Je trouve que je contrôle trop mon film.
Donc là, il faut que j'aille filmer des gens qui jouent seulement au curling et on verra ce qui va se passer. Ça, je le fais. Les États nordiques, ben c'est vrai que les 15 premières minutes, elles sont archi verrouillées, c'est très, très, très écrit et tout à coup, tout peut arriver. Je suis parti avec mon personnage dans un village au nord du Québec, puis on se levait le matin et on disait « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Je dis « Ben, ton personnage devrait se trouver un emploi. » Mais on le décidait le matin. Puis là, il me dit « Ben, on va où? » Je dis « Ben, on va aller au garage municipal, puis on va parler au mec là-bas, sans caméra. » Puis là, je dis au mec « Mon personnage ici a besoin de se trouver un boulot. Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis là, il y a un mec qui fait une blague, il dit « Bon, il pourrait faire les vidanges, il pourrait faire les ordures. » Et je dis « Ah ouais. » On va le mettre sur le camion, puis il va se promener, il va faire les ordures dans le village. Je dis, puis la caméra, ben on va l'installer sur le camion. Et j'ai décidé avec les gens dans le garage de mon personnage d'aller faire les ordures et c'est resté dans le film. Donc ça, c'est chercher des accidents avec le réel, puis tu sais pas où ton film s'en va, puis ça m'excite. Comme Vic et Flo, le film que vous allez voir, ben, c'est quelqu'un qui s'assoit pendant 1 an puis qui écrit une histoire. Elle est probablement divertissante avec des acteurs professionnels, vous allez voir. C'est un vrai travail que je veux faire. Je veux écrire des dialogues, je veux vous raconter une histoire, je veux diriger des comédiens, mais je préfère faire des films comme Bestiaire. C'était la question. Là, comme on a la chance d'avoir une séance double avec 2 films, avec 2 économies très différentes, 2 projets qui t'ont pris des énergies très différentes aussi, dans quoi tu te retrouves davantage? Et est-ce que tu te retrouves davantage dans Bestiaire ou dans Vic et Flo? Qu'est-ce qui est davantage le Denis Côté puisqu'on est ici entre nous, ça va être étrange à dire, mais c'est vrai que quand je fais Carcasse, Bestiaire, Que ta joie demeure, Les États nordiques, et j'ai 10 000 $, j'ai 3 amis, une caméra vidéo, pas de producteur, pas de distributeur, pas de pression sur mes épaules, ouf, là, je suis libre. Là, je peux faire ce que je veux. Et si c'est un film qui fait 20 festivals et que c'est complètement anonyme, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas perdre rien. OK? Quand j'arrive avec Curling, Elle veut le chaos, Vic et Flo, il y a des enjeux. Là, le film, vous allez voir, c'est 2,3 millions de $. J'ai un vendeur international. On veut que le film sorte en France. Je calcule un casting qui peut intéresser les gens. Je fais des calculs qui relèvent un peu du divertissement. Je suis payé très cher pour faire un film comme ça. Je gagne ma vie, je paye le loyer. Mais ce qui est plutôt bien. Mais c'est pas un film de commande, ça reste un film personnel. Mais vous comprenez, pendant que je parle, que diriger des acteurs, avoir 30 personnes autour de moi, respecter certaines demandes et des caprices de certaines personnes dans l'équipe, respecter un horaire, c'est moins dans la maison. Là. C'est moins. J'ai un peu plus de mal avec ça. Mais c'est des films de grande ambition. Puis après, si on gagne des prix à l'étranger et tout, j'en ai besoin. Mais après, je me venge. C'est-à-dire qu'après Curling, vite, donnez-moi un zoo, quelques animaux, une caméra vidéo, puis on va aller se faire plaisir. Là, vous allez voir le film qui fait un peu plus mal à faire et qui est bien fait, que c'est du vrai cinéma. Mais après, j'ai dû aller faire Que ta joie demeure pour... Et là, je suis prêt pour le prochain, qui va être un gros comme Vic et Flo. Donc, j'ai besoin des 2 énergies. Et puis moi, j'ai jamais fait de télévision, jamais fait de pub, jamais fait de clip. Je suis quelqu'un qui vient de la critique de cinéma, donc j'ai reçu vite l'estampille intello, cinéaste pur et dur. Les télévisions vont jamais m'appeler pour faire une série télé ou des choses comme ça. Donc, je suis obligé de vivre toujours un film de Denis Côté, rien d'autre. Donc, t'as ta signature, il faut qu'elle soit forte, il faut que tu avances, puis t'as pas le droit de te tromper. Donc, ça donne toutes sortes de films, 9 films en 9 ans, des petits, des gros, des... Et juste, du coup, pour... Là, je pense qu'on va bientôt lancer la séance, mais je me demandais donc sur les codes de Vic et Flo, le film qu'on va voir, qui mélange à la fois, donc c'est un grand film d'amour, mais aussi il y a des codes du film d'horreur, il faut le dire. Je me demandais, tu l'as dit, tu as été critique de cinéma, dans quelle mesure pour travailler ces codes en amont, tu te refais beaucoup de films d'horreur, ça veut dire que tu passes des semaines à regarder, à travailler ce genre de choses, repérer ce qui t'intéresse? Ah, ça c'est... mes 2-3 premiers films, ça m'a suivi longtemps, les gens disaient c'est l'ex-critique de cinéma et il filme ses références. Ouais. À un moment donné, on vieillit, je suis plus à l'aise avec qui je suis, et je veux dire, j'ai 40 ans, quand je fais un nouveau film, j'ai pas besoin de regarder mes films préférés pour
les copier ou m'en inspirer. On a un bagage cinéphile en nous, puis c'est ce que ça fait de nous. Moi, je suis quelqu'un entre l'âge de 12 ans et de 16 ans, j'ai vu tous les films d'horreur qui n'ont jamais été faits, puis je regardais des films de cannibales, puis j'avais 11 ans. Ça marque l'ADN, ça reste en nous. Il y a une notion de menace ou une espèce d'appel du film fantastique qui est dans tous les films, parce que j'ai grandi comme ça. Puis je suis obsédé par tellement de genres de cinéma qu'à un moment donné, vous allez voir, c'est vrai que ça commence comme un... Tout à coup, ça change peut-être comme un film d'horreur. C'est comme un serpent qui avance comme ça, mais on ne sait pas où il s'en va. Là, on vous épargne toutes les surprises du film, mais déjà le titre, quand j'ai choisi le titre, Vic et Flo ont vu un ours. Oui, mais ça, faut pas trop. Oui. Non, mais si vous lisez ça, ce titre-là, moi, j'adorais ça parce qu'on ne sait pas c'est quoi Vic et Flo. Homme, femme, c'est quoi? On veut un ours. Ah, ben il y a une notion de menace. Est-ce qu'il y a un ours? Je sais pas. On veut un ours. On va peut-être voir un ours. Hey, ça sonne comme un film pour enfants ou un film d'animation. Vic et Flo, on veut un ours. J'adorais toutes ces énergies-là qu'il y avait dans le titre. Puis le film, vous allez voir, Vic et Flo, on veut un ours. Ouais. Donc, j'aime assez ce côté ambigu-là. On dirait que vous ne savez pas dans quel monde vous allez entrer. Donc, le film est un peu un conte intimiste. Les deux femmes s'aiment. Donc, le film a été envoyé dans des festivals gays, lesbiennes. Il y a un peu, cinéma d'horreur, le conte, le film policier. Il y a de tout. Puis on espère que ça tient. Et juste ce qui est étonnant, alors peut-être qu'on ne va pas parler trop de ce film-là, et ce sera peut-être notre dernière question. Ma dernière question, il y a quand même un arrière-fond de ce que tu décris qui est, je trouve, dans beaucoup de tes films extrêmement noir, extrêmement dur, sur l'état du monde, abîmé, des gens abîmés aussi parfois. Et ça reste des films, et c'est encore valable pour le film qu'on va voir maintenant, extrêmement tendres. C'est-à-dire il y a énormément les plus beaux moments, c'est peut-être des grands moments de tendresse. Est-ce que... Je pense que quand j'écris, je prends pour acquis que tout est dégueulasse. On commence comme ça. Ouais. Et ensuite, c'est un gros tas de fumier, puis on s'amuse à mettre des fleurs sur le tas de fumier. Puis comme ça, je pense qu'on va arriver à des moments beaucoup plus tendres. Il y a de l'humour dans Vic et Flo. Moi, ça me fait beaucoup rire. Là. Je pense qu'il y a des moments d'humour noir très drôles, à mon avis. Mais il y a des gens qui le vivent au premier degré et sont complètement traumatisés. Mais je pense que si vous commencez en disant que tout est dégueulasse, là, le plaisir, c'est d'aller chercher l'humour puis les moments de beauté. Puis c'est toujours comme ça que j'écris. Au lieu d'écrire comme « tout va bien » et tout à coup, il va y avoir un petit problème. Non, on commence par le pire et puis on met du mieux. Puis, j'ai pas une vision du monde complètement... mais je pense qu'il y a un humour très anglo-saxon. Vous allez peut-être sentir dans le film, il y a de l'humour. Si vous voyez pas d'humour, moi, je pense que c'est drôle. Mais... Je confirme. Est-ce que c'est drôle? Moi, j'aime beaucoup tous les trucs sur les moyens de locomotion. Je veux pas trop... Tous les moyens de locomotion de l'univers, je pense qu'ils sont dans ce film-là. Alors, mais je ne veux pas trop raconter. Oui. Ok. Voilà, merci beaucoup. Bonne séance. Bon courage, merci.